Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Le fait que le Togo ne profitait pas bien de la hausse des cours mondiaux du phosphate. À l'époque, c'était un rapport, je crois, de 2010 de la Banque de France sur l'économie du Togo, où 2 ans plus tôt, en 2008, le cours mondial du phosphate était passé à 345 $. Et le Togo vendait ce phosphate, la tonne, à 167 $. Donc, ils étaient très nerveux et ils l'ont mentionné dans le rapport, en considérant que c'était juste de l'incompétence et qu'on ne pouvait pas se permettre de ne pas indexer les prix de vente du phosphate du Togo sur le cours mondial. L'écart était trop élevé. Donc c'est à partir de ce rapport que nous avions décidé un jour que nous allons écrire sur le secteur du phosphate. Et il y a quelques semaines, il y a un journaliste qui m'a approché. J'avais déjà commencé à rédiger le document, qui m'a approché avec un document de l'African Investigative Publishing Collective. C'est une consortium de journalistes africains qui ont... Pardon ? Sur 9 pays à propos de la dilapidation des ressources minières de ces pays, notamment le Mozambique, le Botswana, la RDC et le Togo. Et il m'a approché en me disant qu'il faut absolument que j'écrive quelque chose sur le secteur. C'est là où je me disais que j'avais déjà commencé un document, mais en réalité en fonction de tout ce qui se passait dans le pays, je n'avais plus vraiment envie de le terminer. Il m'a un peu motivé. Finalement, j'avais décidé de finir le document. Alors, donc, l'objectif principal de ce document, c'était d'étudier l'impact de l'exploitation de notre phosphate sur notre économie. Est-ce que c'est un mythe? Parce que beaucoup pensent que c'est un poumon de notre économie, un des poumons de notre économie. Est-ce que c'est une réalité ou c'est un mythe? À vue d'œil, on se rend compte que le phosphate ne bénéficie pas aux populations. En tout cas, son exploitation ne bénéficie pas aux populations. Est-ce que dans la réalité, c'est une vérité ou pas? Ensuite, ce non-alignement des prix que le Togo propose sur le marché mondial vis-à-vis du cours mondial, il fallait déterminer quel était le niveau de son ampleur. Est-ce que nous perdons de l'argent? Donc, en gros, c'est l'objectif de ce document. Il faut dire que quand j'ai commencé la rédaction, au fur et à mesure, j'ai découvert beaucoup de choses, des inimaginables, terribles, sur la gestion même aussi bien de l'IFG, qui était l'entreprise précédente, que la SNPT. Et lorsque vous découvrez ce genre de fonctionnement et qu'un gouvernant se met devant vous et vous dit que le Togo n'a pas d'argent, vous avez envie de le gifler. Donc, dans la présentation, nous allons d'abord voir les types de phosphate dont dispose le pays. Ensuite, les principaux acteurs actuels, ceux qui ont la même mise sur ce gisement, qui décident, et les conséquences qui découlent de cette équipe, en fait de la formation de cette équipe. Nous allons voir la production et les exploitations sur les 54 dernières années. Il faut dire que pour collecter les données, ça a été très difficile. Pourquoi? Pour une simple raison. La SNPT, qui est une société de production de phosphate, n'a pas de site internet. Aussi ubuesque que ça puisse paraître, ils n'ont pas de site internet. Donc les informations, je les ai collectées dans les rapports. Je vais vous présenter les supports sur lesquels je me suis basé pour écrire le document.
document, vous allez voir, ça a été extrêmement compliqué. Donc il faut avoir fait les statistiques pour savoir comment compléter certaines données, faire certaines évaluations pour pouvoir arriver à les estimations. Ensuite, les pertes enregistrées dans l'exploitation de ce gisement, essentiellement dû au non-alignement du prix que nous proposons sur le prix de cours mondial. Nous allons voir l'impact. Est-ce qu'il y a un impact sur notre économie ou pas? Est-ce que les populations bénéficient de l'exploitation de ces gisements à travers le taux de croissance économique? Nous allons voir la contribution à l'économie parce qu'il y a une différence entre la contribution à l'économie et l'impact sur l'économie. Nous allons voir les principaux domaines d'utilisation du phosphate. Moi-même, j'ai été surprise, découvert que même dans la lessive, eh bien, ce gisement servait dans la lessive. Les batteries, les cathodes des batteries qu'utilisent nos voitures, par exemple, eh bien, c'est fabriqué à base des dérivés du phosphate. Ensuite, les chiffres clés. En sortant de cette salle, qu'est-ce que vous devez retenir en termes de chiffres? Alors, les références, nous sommes appuyés essentiellement sur 5 documents. Il y a le rapport 53-711 de septembre 2010 de la Banque mondiale. En fait, c'est un document qui porte sur l'ensemble de l'économie togolaise, notamment le secteur commercial, où la Banque mondiale écrit beaucoup de rapports. Lorsque vous lisez les rapports de la Banque mondiale, vous vous demandez pourquoi on fait le PND, pourquoi il y a eu tous ces documents qui n'ont jamais fait l'objet d'application. Et ce rapport, eh bien, a décrit un peu le fonctionnement de la SMPT. Je suis tombé même sur des chiffres que je n'ai jamais découverts, notamment la matrice financière sur une période donnée, mais ça a suffi pour que je sache exactement comment le secteur, en tout cas les sociétés, depuis la CTMB en passant par le TP, l'IFG et la SNPT, comment tout ça a été géré. Ensuite, il y a les rapports de la Banque de France, depuis, enfin, entre 2009 et 2015. Il faut comprendre que la Banque de France qui gère la couverture de nos importations, donc les réserves de change qui servent à la couverture de nos importations, eh bien, publie régulièrement des rapports sur les pays de la zone CFA, l'UMOA et puis la zone CEMA. Et que la SNPT étant une société à 100% détenue par le Togo, est l'une des seules qui participe au renforcement des réserves de change du Togo à l'extérieur. Donc, réserves de change qui nous servent en fait de couverture de nos importations. Donc, ils retracent régulièrement dans leur rapport la production et les exportations. Il se trouve que depuis 2009, le gouvernement certainement fait comprendre qu'ils ne veulent plus que les exportations figurent dans les rapports. Donc, les exportations du Togo se sont arrêtées, sur le phosphate se sont arrêtées dans presque tous les rapports, y compris le rapport de la Banque mondiale à 2009. Mais les productions annuelles figurent dans les rapports de la Banque de France. Ensuite, il y a le rapport de l'ITIE. Je me suis appuyé sur certaines informations de l'industrie pour la transparence de l'industrie extractive, l'ITIE. Ensuite, il y a ce rapport, ce fameux rapport qui est sorti en octobre 2017 de l'African Publishing Collective, Investigative Publishing Collective, qui a sorti le Plural Route to Panama, How African Oligarchs Steal from Their Countries, qui a fait de très bonnes investigations sur les secteurs miniers d'une dizaine de pays africains, y compris le Togo.
Enfin, il y a les deux derniers rapports de FMI sur l'Afrique subsaharienne. Là, ce sont les supports, les principaux supports. C'est vrai qu'il y a eu d'autres informations que j'ai collectées, mais c'est les principaux supports sur lesquels je me suis appuyé pour faire des analyses. Alors, nous avons ce qu'on appelle le phosphate argileux ou sédimentaire. C'est celui qui est en cours d'exploitation. C'est celui qui a été exploité depuis des années. C'est le phosphate argileux. La teneur de ce phosphate, c'est 35% de phosphore. En fait, le phosphore est un indicateur très important dans le secteur. Donc, plus le taux est élevé, plus votre phosphate est de qualité. Et la tranche, c'est entre 25% et 40% de teneur en phosphore. Donc, lorsque vous êtes dans cette tranche, vous avez un phosphate de qualité. Le phosphate du Togo, le phosphate argileux du Togo, est considéré dans le monde entier, dans tous les documents que j'ai lus, est considéré comme un phosphate de qualité. Eh bien, ce phosphate a été découvert en 1952, a commencé son exploitation en 1961, et à l'époque, les estimations, selon les rapports de la Banque mondiale, les estimations étaient autour des réserves étaient estimées à 130 millions de tonnes. Lorsque nous avons fait notre analyse sur les 54 années d'exploitation, on s'est rendu compte que ce qui reste à nos enfants, ou peut-être à vous et moi, sur ce gisement, c'est 32 millions de tonnes. Dans le rapport de l'ITIE, eux, ils parlent de 55 millions de tonnes, mais c'est à fin 2013. Et dans le rapport de la Banque mondiale, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils parlent de 77 millions de tonnes, mais c'était à fin 2008. Donc lorsque nous avons fait les évaluations jusqu'à fin 2015, eh bien, il nous reste 32 millions de tonnes, à vous et moi. Ensuite, nous avons le phosphate carbonaté. Donc, Dieu merci, ils n'ont pas commencé par l'exploiter. Ils ont tout fait pour vouloir, enfin, ils ont voulu même les vendre aux Chinois. Ils ont donné même une valeur, je crois qu'ils avaient projeté 900 milliards, que les Chinois leur donnent 900 milliards, et ils vont leur donner notre phosphate carbonaté. Mais Dieu merci, ça n'a pas été fait. Alors, le phosphate carbonaté a une teneur de 15% en phosphore. On considère, enfin dans les rapports de la Banque mondiale, ils considèrent qu'il n'y a pas eu suffisamment d'investigations et d'études poussées pour savoir exactement quelle était la teneur. Mais ils estiment à 15% de teneur en phosphore. Donc, pour l'exploiter, il va falloir d'autres techniques pour l'enrichir avant que le Togo ne puisse en profiter. Mais ils estiment que c'est le devenir du Togo. Alors, ce phosphate, les réserves sont globalement estimées à 2 milliards. Et à la fin de la présentation, vous allez vous rendre compte que si on considérait rien que le phosphate carbonaté, le Togo serait autour de, en termes de réserves, le 5e au monde. Mais nous ne sommes pas dans le tableau pour la simple raison que nous sommes dans un secteur qui est totalement opaque, où la gestion se fait dans une totale opacité. Donc, les réserves sont estimées à 2 milliards 196 millions de tonnes. Enfin, nous avons un gisement, un dernier, qui a été découvert à Bassa. Et c'est le rapport 2014 de l'ITIE qui nous le dit. Et ils estiment que c'est un gisement tellement gigantesque qu'à ce jour, on ne connaît pas en réalité les réserves. Mais ils l'ont estimé dans le document, le rapport de l'ITIE, ils disent que ça fait des dizaines, des centaines, des dizaines de millions de tonnes. Donc on ne connaît ni la teneur, puisque peut-être qu'ils le connaissent mais ils ne veulent pas le révéler. On ne connaît pas non plus l'étendue. Et moi je me dis que si on ajoutait
les réserves de ce gisement, ce nouveau gisement à Bassa, aux réserves de phosphate carbonaté, le Togo serait peut-être derrière celui qui détient le plus grand gisement aujourd'hui sur la planète, c'est le Maroc. Le Togo serait deuxième, derrière peut-être le Maroc. Mais on verra, soit après que les gouvernants aient décidé gentiment de quitter le pouvoir, on saura quelle est l'étendue de ce nouveau gisement. Alors, quels sont actuellement les principaux acteurs? Qui décide? C'est lui. C'est fort, merci. Il décide, et il décide tout seul. Et dans le rapport des journalistes, l'AIPC, African Investigation Collective, dans leur rapport, ils l'ont bien mentionné, que c'est lui qui prend la décision. C'est lui qui décide à qui vendre, à quel coût, quel tonnage, c'est lui qui décide. Il s'est associé avec deux personnes. Monsieur Raphaël Déry, qui est un ancien agent de Mossad. Tout le monde sait ce qu'on appelle le Mossad. Personne ne veut avoir le Mossad dans son pays. Et son fils. Monsieur Déry et son fils, avec M. Ford Civil, c'est eux, aujourd'hui, au Togo, qui décident de ce qui se fait dans le secteur du phosphate. C'est eux qui savent quel est le tonnage qui sort, qui est vendu. C'est eux qui déterminent à quel coût, à quel prix le Togo doit vendre son phosphate. C'est eux qui définissent qui doivent l'acheter. La famille Déry et le père et le fils. Il paraît que, en contrepartie, le père fournit un certain nombre de services, des choses dans lesquelles je ne veux pas trop mettre l'accent. Mais le fiston, lui, dans les rapports que j'ai lus, il est installé dans l'immeuble de la SNPT à Paris. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Personne ne sait. Est-ce que c'est lui qui gère la clientèle? Personne ne sait. Est-ce que c'est lui qui négocie les prix? Personne ne sait. Le papa, lui, il a un bureau à la présidence. Et c'est depuis ces bureaux à la présidence qu'il donne les ordres, il gère la société qui se trouve à Québec. Il y a les figurants. Monsieur Guizier, qui est le directeur général. Et puis, M. Klobega, dont le rôle est aussi flou, personne ne sait ce qu'il fait exactement. Dans certains documents, on dit qu'il est le représentant spécial du président de la République au conseil d'administration. Dans certains documents, on dit qu'il est administrateur. En réalité, personne ne sait exactement quel rôle il joue. Alors là, l'autre particularité que j'ai découvert, où j'ai fait toutes les recherches possibles, je n'ai pas pu accéder à l'information, c'est qu'il n'existe pas d'informations sur le conseil de surveillance ni le conseil d'administration de la société. Je voudrais rappeler qu'au Togo, les sociétés d'État ont toujours deux grands organes. Il y a un organe qui est en haut, qui est l'organe du conseil de surveillance, dans lequel figurent les ministres, et puis il y a le conseil d'administration, puis la direction, enfin l'organe directif. Et là, j'ai cherché en vain. Je ne sais pas qui sont ceux-là qui sont dans le conseil d'administration de la SNPT, ni d'ailleurs dans le conseil de surveillance. La dernière photo, vous voyez bien que le président, les gars sont ses amis, des gens importants, puisqu'il les a décorés. Il a décoré les deux, Déry, le père et le fils. Et cette équipe est complétée par les deux là. Ils sont les deux derniers arrivés.
c'est aussi une famille, la famille Gupta, qui est d'origine indienne. Ils sont installés en Afrique du Sud. Ils ont deux sociétés. Getax, qui est domicilié à Hong Kong, mais qui opère en Australie. Et Kalian, qui est domicilié en Afrique du Sud et qui s'occupe des opérations de négociations commerciales, etc., tout ce qui est business. Par exemple, on a appris leur nom dans l'histoire de Blue Radisson, cette aventure bizarre qui a fini un peu de poisson. C'est eux qui achètent aujourd'hui, depuis 2015, début 2015, 2016, 2017, le phosphate du Togo, par le biais de la société Kalian. Et ça, la Banque mondiale, dans son rapport depuis 2010, l'a relevé. Ils ont constaté que le Togo ne diversifie plus comme il se doit la clientèle qui achète son phosphate. Et ça a une incidence négative sur sa capacité à tirer le meilleur en termes de prix. Mais eux, ils n'ont pas mentionné qui étaient les clients. Et depuis 2016, c'est eux qui achètent notre phosphate. En tout cas, c'est à eux que le président a décidé de vendre le phosphate. Donc voilà l'équipe. Nous avons deux familles. La famille Ideri et la famille Gupta. La famille Ideri s'occupe de la vente, de la gestion, et la famille Gupta s'occupe de l'achat. Alors, lorsqu'on a une telle équipe à la tête d'un gisement qui appartient à un peuple, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'on n'a pas ce que j'appelle l'alignement des prix de cession de notre phosphate sur le cours mondial. Donc, ça occasionne des pertes pour le pays. La deuxième conséquence, c'est qu'ils sont obligés de gérer le secteur dans une totale opacité. Parce qu'on ne peut pas monter une telle équipe et vouloir donner des informations. Parce que c'est à des fins d'enrichissement personnel. C'est pour ça que cette équipe a été montée. La deuxième conséquence, c'est bien entendu l'inégale répartition des richesses. On prend la richesse qui appartient à tout un peuple, on se l'accapare, on le gère tout seul. Donc, les populations, le reste de la population, eh bien, ne bénéficie pas tout simplement de l'égale répartition de la richesse. Et tout ça a pour conséquence finale la mauvaise gouvernance. On peut faire l'analyse de façon inverse. Alors, lorsqu'on dit mauvaise gouvernance, ça se traduit effectivement dans les chiffres. Alors, ce petit tableau, je l'ai extrait d'une cartographie, d'une matrice financière que j'ai découvert dans le rapport 53-711 de septembre 2010 de la Banque mondiale. Alors, ce qui m'a surpris, ce n'est pas le fait qu'on a commencé par exploiter un gisement depuis 1961 et qu'en 2003, après avoir changé 2 fois d'entreprise, puisque en 61 ça a débuté avec la CTMB, eh bien le général Yadema, le président Feu Yadema a trouvé que c'était pas bon, il est passé à l'OTP. Ensuite, ceux qui l'ont remplacé ont estimé que c'était pas bon, ils sont passés à IFG. Eh bien, quand IFG est arrivé en 2003, on se retrouve avec une entreprise. Lorsque vous voyez la ligne résultat net, c'est-à-dire bénéfice, vert fluor ou vert pomme, résultat net bénéfice, vous voyez la colonne 2003,
eh bien, l'entreprise est déficitaire de 10 milliards de francs CFA, moins 10 milliards, 2003. En 2004, le déficit est passé à moins 8 milliards. En 2005, à moins 10 milliards 25. En 2006, à moins 10 milliards 28. En 2007, à moins 10 milliards 82. Et de façon surprenante, en 2008, l'entreprise est bénéficiaire de 7 milliards 9. Lorsque vous combinez cette analyse avec les fonds propres, les fonds propres sont devenus négatifs, c'est-à-dire le capital social est parti, avec les déficits qui se sont accumulés. Jusqu'en 2007, vous avez un fonds propre qui est négatif de moins 10 milliards. Et subitement, en 2008, la dernière colonne, troisième ligne, le fonds propre passe à 28 milliards. Positif. Que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu intervention de l'État. Alors, j'ai remarqué deux interventions. La première intervention de l'État, c'est-à-dire de l'argent qui vous appartient à vous et moi, qu'on a encore utilisé pour remettre à flot une entreprise qui normalement ne pouvait pas tomber en faillite, a eu lieu lorsqu'on a dissous l'ETP et on est passé à IFG. À cette période, on a transféré un passif de 14 milliards dans la disparition de l'ETP, dans la dette intérieure du Togo. Et quelques années après, en 2007, lorsqu'il a fallu encore passer de l'IFG à la SNPT, le pays, le Togo encore, utilisait les ressources de ses enfants, ressources budgétaires. On a encore transféré 15 milliards issus de la dissolution de l'IFG en termes de passifs dans la dette intérieure du pays. Et nous avons fini par payer les 29 milliards là. En fait, c'est 60 milliards de dettes. Il y a d'autres sociétés qui ont fait l'objet de cette opération-là. Et nos gouvernants sont tellement géniaux que dès qu'une entreprise tombe en faillite, eh bien, ils enlèvent le passif, ils le mettent dans la dette intérieure. Et c'est en 2015 que nous avons fini de payer cette dette intérieure. Avec l'argent, bien entendu, des contribuables. Donc, en réalité, lorsque l'entreprise est passée à 28 milliards sur fonds propres, ce n'est pas parce que l'entreprise elle-même a prospéré. C'est parce qu'on a utilisé l'argent du budget, on a épongé, effacé le passif, et on a doté encore la société d'un capital estimé, que j'ai estimé à 15 milliards. Donc en réalité, ils ont utilisé 30 milliards pour remettre l'entreprise à flot en 2008. Et dans les divers rapports que j'ai lus, en fait, à l'époque, M. Humbo, ancien Premier ministre, venait de prendre fonction. L'objectif, c'était de moderniser l'outil de production pour atteindre 3 millions de tonnes de production, ce qui n'a jamais été atteint jusqu'à ce jour. En termes de production, qu'est-ce que nous avons? Disons que le chiffre depuis 1961 jusqu'à fin 2015 nous donne en gros 98 millions de tonnes qui ont été produites. Et à la fin 2015, nous avons produit 1 150 000 tonnes. C'est ce qui a été produit à la fin 2015. Et c'est avec ce chiffre que j'ai fait une simulation que je vous présenterai à la fin de la présentation. En termes de valeur, lorsque vous prenez sur 21 ans, 28 ans, entre 1989 et 2009, puis vous extrapolez sur les 54 années, le prix moyen de vente de phosphate du Togo, vous
vous avez 3 917 milliards. C'est ce que notre phosphate a généré sur les 54 dernières années. 3 917 milliards. Et cette ressource, malheureusement, est supérieure à la richesse totale du pays à ce jour. Puisque le PIB, le PIB du Togo, à fin 2017, dans le budget de 2017, est estimé à 2800 milliards. Et nous avons un seul gisement qui nous a produit 3 917 milliards. Alors les exportations, c'est environ 95 millions de tonnes depuis 54 ans qui ont produit, en termes de valeur, environ 3 800 milliards de francs CFA. Donc la conclusion que nous avons tirée de ça, c'est que, hormis tous les autres gisements qui ont été découverts après, qui sont en exploitation, notamment le clinker, hormis ce que nous a produit l'agriculture, qui nous a permis de transformer un certain nombre de ressources en actifs, pour avoir le PIB actuel de ce pays, le seul gisement de phosphate nous a produit 3 917 milliards, qui est supérieur à fin 2015 au PIB du pays, c'est-à-dire la richesse totale du pays, qui est estimée à 2 264 milliards. Comment est-ce possible qu'un seul gisement puisse produire de la richesse et que cette richesse soit supérieure à la richesse totale du pays? Les pertes lorsqu'on fait l'analyse de l'écart entre le prix proposé par le Togo et le coût mondial sur une période de 28 ans, 1988-2009, période de 22 ans, nous avons perdu 98 milliards. Lorsque vous augmentez, vous élargissez la période 1988-2015, nous avons perdu 215 milliards. Disons 216 milliards. Juste parce qu'on n'est pas capable, dans ce pays, de trouver un statisticien, un économètre capable d'analyser les déterminants du cours mondial et de proposer un prix de vente de notre phosphate qui soit suffisamment close de ce cours mondial. Ou bien on le fait exprès, ou bien c'est de les compétences. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est ça. Quand le président Faure est arrivé au pouvoir en 2005, entre 2005 et 2015, nous avons perdu 204 milliards, soit 94% de toute la perte. Donc lui, il est venu institutionnaliser la perte. Alors, pour illustrer ça, vous voyez la courbe qui est en vert foncé et la flèche en rouge, c'est ça l'écart. L'écart a commencé progressivement vers 1993-1994 et ça n'a cessé de croître. Ça s'est accentué et le pic spécialiste de la Banque de France, c'était en 2008 où le cours mondial du phosphate était à 345 $ la tonne et le Togo vendait son phosphate à 167 $ la tonne. Donc vous imaginez ce que nous avons perdu comme ressources lorsque le prix était à ce niveau-là. Alors, est-ce que il y a un impact réel sur notre économie? Est-ce que l'exploitation de ce gisement a un impact réel sur notre économie? Beaucoup disent que c'est le poumon de l'économie. C'est devenu un mythe
dans la tête du commun des mortels du Togolais, eh bien, tout le monde croit ou pense que notre phosphate, c'est le poumon de notre économie. Ça veut dire que ça influence notre économie. Eh bien, pour le prouver, j'ai collecté les données et je les ai analysées. J'ai utilisé deux paramètres essentiels en économétrie: la covariance et le coefficient de corrélation. Donc, pour savoir s'il existe une relation entre la progression de l'exploitation, enfin, je dirais la valeur d'exportation, de vente de notre phosphate et le taux de croissance économique, d'une part, et puis entre l'exportation, la progression de l'exportation de notre phosphate et le total des exportations du pays. En termes simples, est-ce que si d'une année à une autre, notre exportation de phosphate progresse, augmente, est-ce que le total des exportations du pays aussi augmente? Ou bien, si l'exportation du phosphate augmente, est-ce que notre taux de croissance économique aussi suit, augmente? Eh bien, la réponse, c'est non. Voilà les deux premières données. La première, c'est la covariance, la SXY, et la deuxième, la RXY, c'est le coefficient de corrélation. Lorsque vous analysez la relation entre les exportations de notre phosphate et notre taux de croissance économique sur 21 ans, vous avez la covariance qui est 0,00698 et le coefficient de corrélation qui est 0,15. Pour la covariance, pour qu'on puisse dire qu'il y a une relation, il faut que d'abord ce soit positif, mais que ça soit très éloigné de 0. Et là, ce chiffre n'est pas très éloigné de 0. Il est plutôt trop proche de 0. Et pour le coefficient de corrélation, eh bien, pour avoir une significativité, c'est-à-dire dire qu'il y a une relation significative entre le taux de croissance économique et l'exploitation de notre phosphate, il faut au moins que ça soit à 0,5. Au moins. Et là, nous sommes à 0,15. Mais si en réalité il y avait un impact sur notre taux de croissance économique, on serait peut-être à 0,7 ou à 0,8, le coefficient de corrélation. Donc, ces deux coefficients nous montrent clairement qu'à aucun moment, l'exportation du phosphate n'impacte notre taux de croissance économique. Ce qui veut dire que ça ne profite pas à l'amélioration des conditions de vie des populations togolaises. Ensuite, nous avons voulu élargir le spectre de l'analyse pour voir si au moins l'exportation du phosphate impactait significativement l'ensemble des exportations du pays. Là aussi, on a été déçus. C'est non. Le premier, la covariance nous donne moins 0,0119. Et le coefficient de corrélation nous donne moins 0,003. Même en termes d'exportation globale. Quand je parle d'exportation globale, je parle aussi de tout ce qui est produits agricoles, les autres produits miniers. Eh bien, l'augmentation du phosphate, en fait de l'exploitation de la vente du phosphate, n'impacte pas significativement la totalité des exportations du pays. Donc, en conclusion, eh bien, je suis malheureusement malheureux de vous apprendre que le phosphate ne profite pas aux Togolais. Donc, la question, à qui ça profite? Et ça, le peuple va tirer ses propres conclusions. En tout cas, vous êtes demain, vous allez raconter avec les documents et le peuple va tirer ses propres conclusions. Alors, est-ce que ça contribue
Oui, puisque il y a quand même, ils ont décidé quand même de nous laisser une partie. Donc, sur le plan budgétaire, d'abord sur le plan de l'exploitation de façon globale, le phosphate représente 16%. En 2014, selon le rapport de l'ITIE, ça représente 7% de la totalité de nos exportations. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Ensuite, sur le plan budgétaire, ça représente, en termes d'impôts sur les sociétés, les prévisions de 2017, c'est 583 millions de francs CFA. Et les dividendes que le gouvernement compte collecter auprès de la SNPT pour fin 2017, c'est 4 milliards. Mais là, je vais vous expliquer un petit truc pour vous faire comprendre que nous sommes en face de gouvernants. Moi, le mot que j'utilise et les journalistes trouvent que c'est trop fort, c'est des incompétents. On ne peut pas faire un budget et programmer ou dire qu'on veut avoir des impôts sur les sociétés à hauteur de 583 millions et espérer des dividendes de 4 milliards. Vous savez pourquoi? Parce que l'impôt sur les sociétés est calculé sur le bénéfice net. Le bénéfice avant impôt. Et lorsque vous prenez le taux d'imposition, dans ce cas, autour de 28%, vous prenez 583 millions, vous avez au mieux 2 milliards, 2 milliards 5 de bénéfices. Alors, si la société va faire de façon prévisionnelle 2 milliards 5 de bénéfices, où est-ce que la société va trouver 4 milliards de dividendes? Elle va puiser dans ses réserves. Est-ce que la SNPT a des réserves en termes de bénéfices? La réponse est non. Et là, je ne vais pas trop me mettre dessus. Pourquoi? Parce que lorsque vous analysez depuis 2013 la contribution de la SNPT en termes de dividendes dans les budgets de 2013, 2014, 2015, 2016, eh bien, je vous prouverai que c'est non. Donc, en réalité, ces chiffres sont des chiffres fictifs. Ils les mettent dans le budget tout juste pour ne pas faire croire que l'entreprise est déficitaire. Juste vous faire dire que bon, ça fonctionne quand même. En termes de PIB, ça représente 1,4%, 1,4, 1,2% de PIB. La contribution à l'emploi, beaucoup pensent qu'il y a beaucoup de Togolais qui travaillent là-bas. En fait, ils sont que 1700. Parmi ces 1700, il y a 9 expatriés. En comparaison avec le groupe OCP du Maroc, c'est 23 000 collaborateurs directs qui travaillent à l'OCP et environ 200 000, 250 000 personnes qui bénéficient indirectement de l'exploitation des gisements de phosphate au Maroc. Ici, ils sont que 1740 employés. Ça, c'est le chiffre du rapport de l'ITIE à fin 2014. Alors, les principaux domaines d'utilisation du phosphate, bien évidemment, les domaines que nous connaissons, c'est l'engrais. Il faut préciser que et le phosphate argileux et le phosphate carbonaté ont pour objectif principal la production de l'engrais. Mais il y a d'autres domaines. Vous avez, par exemple, la formation des lessives, c'est-à-dire un certain nombre de savons. Ensuite, vous avez la fabrication du phosphate de fer qui sert pour les cathodes des batteries. Ensuite, on l'utilise aussi dans le domaine de la biscuiterie. C'est quand même bizarre, mais bon. Le phosphate est utilisé dans le domaine de la pâtisserie. Et voilà les formules. Il ne faut pas vous fatiguer. Ensuite, il y a les produits pharmaceutiques. On utilise le phosphate
fabriquer certains produits pharmaceutiques. Alors, dans le document, j'ai développé beaucoup plus l'analyse comparée avec le groupe OCP du Maroc. Vous savez, tous les journalistes qui sont présents ici savent que les gouvernants aujourd'hui, ils adorent le Maroc. Ils veulent faire des choses comme le Maroc ou le Rwanda. C'est enfin, ce qu'ils veulent. Voilà. Ou bien devenir un royaume, donc force serait là éternellement, après son fils, ou bien faire comme Kagame, faire encore plusieurs mandats, et sans problème. Même la décentralisation, ils sont en train de copier le Maroc. Sauf que, ils ont refusé de copier le Maroc en ce qui concerne la gestion du phosphate. Donc, ce qui m'a le plus frappé, c'est juste la fondation. 7 000 milliards, la fondation du groupe OCP du Maroc, c'est 7 000 milliards, ça pèse 7 000 milliards de francs CFA. Le bilan, le total de bilan du groupe OCP du Maroc, c'est 8 000 milliards. C'est 3 fois et demi la richesse totale du Togo. Une seule entreprise. Ça produit 27 millions de tonnes de phosphate. Ça adosse quasiment 60% du gisement brut est transformé sur place au Maroc, puisqu'ils produisent de l'acide phosphorique et ils produisent de l'engrais. Des industries que le président Yadema, puis après Fonia Sibé, nous ont privaté depuis une trentaine d'années, et ils veulent adosser à notre phosphate des production d'engrais, ça n'a jamais été fait. Alors, en termes de production, la hiérarchie sur le plan mondial, la Chine est devant, 100 millions de tonnes produits. Ensuite, vous avez le Maroc, vous avez les États-Unis, etc. Mais le Maroc est leader dans la production sur toutes ses formes, c'est-à-dire et le gisement brut et le gisement transformé. La Chine, elle, c'est uniquement l'engrais, puisque la Chine n'a pas trop de réserves. Vous allez voir en bas qu'en termes de réserves, c'est le Maroc, 50 milliards de tonnes de réserves de phosphate. La Chine suit avec 3 milliards 7. Vous avez l'Algérie, vous avez la Syrie. Et en analysant ce tableau, je me suis dit que si le Togo déclarait qu'il avait un phosphate carbonaté et donnait l'étendue des réserves de phosphate carbonaté, soit 2 milliards, enfin ce que je dis aujourd'hui c'est 2 milliards et quelques. Déjà avec ça, on serait directement derrière l'Algérie, on serait 4e sur le plan mondial en termes de réserves. Mais je suis persuadé que si on ajoutait les gisements du Bassar, on serait certainement derrière le Maroc. Je suis persuadé qu'on serait au-delà de la Chine. On serait autour de 4 milliards et quelques de réserves en gisement de phosphate. Donc, ceux qui dilapident les ressources du pays, si on les laisse au pouvoir longtemps, je ne sais pas si nos enfants bénéficieront un jour de ce gisement. Alors, que faut-il retenir? Notre gisement en cours d'exploitation nous a produit 3 900 milliards. Ça fait 2 300 francs CFA par seconde. Les pertes que nous subissons, ça fait 204 milliards, 55 millions par jour, ça fait 647 francs CFA par seconde. Alors je rappelle que la dette publique du Togo, c'est environ 2262 milliards. Le coût additionnel de la dette publique du Togo pour 2017, c'est 1800 francs CFA par seconde. C'est ce que nous payons. Mais notre phosphate nous rapporte
uniquement le phosphate nous rapporte 2300 francs par seconde. Et en plus, nous perdons 647 francs par seconde. Ce qui veut dire qu'en réalité, si on ajoutait les 647 à 2300, eh bien, notre phosphate nous rapporte environ 2800 francs CFA. Donc, nous sommes largement capables de payer les intérêts de notre dette et de le rembourser rien qu'en exploitant notre gisement. Mais cette analyse, je le fais avec 1 150 000 tonnes, c'est-à-dire ce qui a été produit à fin 2015. Dans le rapport de la Banque mondiale, qui a été l'un de nos principaux supports pour rédiger ce document, ils disent que nous sommes capables de produire 10 millions de tonnes de phosphate annuel. Entre 6 et 10 millions de tonnes de phosphate par an. Le Togo est capable de produire entre 6 et 10 millions de tonnes de phosphate par an. Aujourd'hui, nous n'en produisons que 1 250 000, selon les chiffres de fin 2015. Alors, lorsque vous analysez la structure financière de la SNPD, que la Banque mondiale a décrit dans son rapport, lorsque vous analysez les coûts fixes et les coûts variables, on se rend compte que les coûts variables pour pouvoir produire le phosphate sont autour de 20% du chiffre d'affaires. Et les coûts fixes représentent environ 25 milliards. Donc, lorsque j'ai pris un coût fixe de 30 milliards et un coût variable autour de 21-22% du chiffre d'affaires, lorsque le phosphate du Togo, le prix auquel nous voulons négocier notre phosphate, lorsque le prix prend $1, nous gagnons 483 millions. Net, avant l'impôt sur les sociétés. Lorsque ça prend $5, nous gagnons 2 milliards. 2 milliards 415 millions. Alors, je me suis posé une simple question. Si je veux devenir milliardaire au Togo, que je rentre dans Menhir aujourd'hui, et je demande au président, je veux aller dans le secteur du phosphate, et puis il me met là-bas, eh bien, il suffit que je trouve un négociant, et je dis au négociant, écoute, mon cher, je vais tout faire pour qu'on te vende notre phosphate à $110. Alors que je sais très bien que le cours mondial va progresser jusqu'à, disons, $115. Et je lui dis, si le cours va à $115, les $5, ça appartient à toi et moi. Nous sommes milliardaires en une année. Et ça, c'est sur la base de 1 150 000 tonnes de production. Parce qu'à ce jour, personne ne sait exactement quel est le tonnage qui est produit chaque année. Il n'y a que le président de la République et son équipe qui le savent. Personne ne sait, puisqu'il n'y a aucune information. Imaginons, quand j'ai fait les simulations, lorsque j'ai porté cette simulation à 1 700 000 tonnes, je crois que je me suis retrouvé à 15 milliards. Lorsque ça progresse de $1, vous gagnez 15 milliards. Lorsque je me suis aventuré à 6 millions de tonnes, les chiffres étaient dantesques. Donc, je peux faire ce business tranquillement dans ce pays. Je donne quelques 10-15 millions à quelques commandants de l'armée, essentiellement les bérets rouges, puisqu'il paraît que c'est eux qui sont les plus forts, c'est eux qui tuent. Et puis, dès que quelqu'un veut parler, je passe un coup de fil. Ah oui, oui. Et puis on vient, on tabasse tout le monde en un jour. Et puis, en 10 ans, je vais commencer par dire devant tout le monde que moi je suis un petit milliardaire, alors que je viens de voler, détourner l'argent de tout un peuple.
Voilà ce que je voulais présenter aux populations. Je ne sais pas si... La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.